Par quoi commencer pour que vous compreniez? Oui, voilà, je sais. Écoutez-moi. Pour tout dire, j'ai tout de même mis 5 ans pour comprendre la réaction de Gisèle lorsque je lui disais presque chaque jour « Je t'aime ». Elle me souriait et me répondait tendrement d'une voix claire « Moi aussi ». Non, triple crétin, non. Ça ne voulait pas dire « Je t'aime », Jean. Cela voulait dire « Moi aussi, je m'aime. Tu as bon goût, pauvre imbécile ». Nous nous étions installés dans la grande banlieue de Béziers, écrasés par la chaleur 5 mois par an. Pour ce pseudo-avenir commun, j'avais tout quitté. Mes amis et mes réseaux parisiens, ma situation enviable d'ingénieur en aérospatial et une promotion à venir pour le développement d'Ariane à Kourou. Je me souviens encore de notre rencontre, dès que je l'avais vue, me regardant fixement pendant que je me pavanais lors d'une de mes conférences, j'avais été séduit. Elle me souriait en permanence. À l'issue de mon intervention, elle était venue droit sur moi, me tendant un de mes stylos et un livre. « Soyez chou, faites-moi une dédicace, c'est pour Gisèle. » 2 heures plus tard, nous dînions ensemble. C'était d'ailleurs bien davantage son idée que la mienne, car durant les 2 premières minutes de notre discussion, je m'étais bien dit que tenter de séduire cette jeune femme serait des plus ridicules. Je l'ai cru atteinte de cécité. Elle ne voyait pas les 4 barres qui plissaient mon front, et elle ne devait pas connaître les conclusions scientifiques attribuées à des cheveux blancs. Elle me raconta sa terrible enfance de fille unique, elle parla de ses études en littérature et de sa thèse sur les convictions religieuses d'André Gide. Je la scrutais, je l'écoutais, à peine, je la convoitais. Elle surprit alors mon regard, me sourit encore et dit tout simplement « Un scientifique, un type avec la tête dans les étoiles, et qui pourrait être mon père de surcroît. Je me demande vraiment si c'est une bonne idée de vous laisser me regarder comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de vous ?» Elle ne devait pas vraiment savoir. Elle mit un mois complet avant de m'offrir une place dans son lit. Vieux fou que j'étais. Oubliant les leçons du cogito ergo sum de Descartes, je perdis très vite tout sens des réalités. C'est peu après qu'elle me parla de mariage et de départ en province, mais après tout, j'étais veuf et sans enfant, et elle avait une famille et un superbe manoir familial à rénover. J'amenais donc les fonds financiers et mes espoirs dans l'aventure et la suivais. 2 mois après avoir fait sa connaissance. Certains amis, tous perdus de vue depuis, m'enviaient. « Elle est belle comme le jour. Elle ressemble à Claudia Schiffer en moins grande et elle a 25 ans de moins que toi. Heureux homme. » Heureux homme. Au bout de 3 années de vie conjugale, je déchantais déjà. Gisèle ne voulait pas travailler. « On n'a pas besoin de ça, tu gagnes bien ta vie. Je peux me consacrer à ton bonheur. Et encore moins être mère. Je ne veux pas que mon corps soit abîmé par une grossesse. Et puis tu as plus de 50 ans. Il faut bien dire qu'on prendrait le risque de faire un enfant orphelin de père, non? De toute façon, pour avoir un enfant, il lui fallut que Gisèle me laissât l'approcher. Or, elle eut au fait de m'expliquer l'utilité des chambres séparées communicantes qu'elle avait voulu rénover en premier dans le manoir. C'est le secret pour faire durer un couple, mon chéri. Tu peux te reposer, et moi aussi. Je viendrai dans ta chambre par surprise, et tu en feras autant. Tu vas voir comme ce sera bon pour notre couple. Ça, on peut dire que j'ai pu me reposer. Peu à peu, j'ai trouvé systématiquement notre porte communicante fermée. 1 fois par semaine au plus, Gisèle venait me rejoindre pour se débarrasser d'une corvée dont elle ne tentait même pas de dissimuler le dégoût qu'elle lui inspirait. Pour autant, elle voulait me garder. Il faut dire qu'il restait au moins 10 années de crédit à payer et que je surveillais attentivement tout ce que je mangeais en échangeant les assiettes si nécessaire. Cela faisait rire notre cuisinière. Moi, je disais à cette dernière que ce n'était pas là qu'un jeu puéril pour savoir le goût des plats. Et il faut dire que mon médecin m'a interdit le sel. Pour faire bonne figure, Gisèle m'offrit la gestion de notre immense parc de 4 hectares que mon beau-père entretenait avec dévotion. Un brave type, d'ailleurs, ce type-là. Lui et sa femme s'étaient installés à l'autre bout de notre propriété, dans un superbe pavillon que j'avais fait refaire dès mon arrivée dans la région. Gisèle aimait la vie mondaine, les spectacles, les sorties, les expositions, le shopping. Elle avait besoin de ma carte bancaire, pas de moi. Elle m'encouragea à m'investir dans cet espace qu'elle ne goûtait guère. Peu à peu, elle voulut me laisser combler mon goût pour l'histoire scientifique et l'épistémologie. En peu de temps, je fis donc construire un petit observatoire particulièrement bien situé pour observer les astres. Par ailleurs,
Je décorais les immenses jardins avec des statues de Copernic, Guillaume d'Occam, Giordano Bruno, Einstein et Pierre Curie. Après tout, les fruits de mes publications et de mon emploi à Béziers et Toulouse, qui m'obligeaient à de longs déplacements, me permettaient de m'offrir ce petit caprice qui comprenait le prix abusif de l'immense piscine que Gisèle s'était offerte. Car cette piscine avait été une exigence non négociable. Nous fréquentions la bourgeoisie locale et organisions 2 vendredis soirs par mois des dîners chez nous, au bord de l'eau, teintés de chlore. Je voyais les regards des hommes en direction de Gisèle ces soirs-là. Cette dernière ne manquait pas la moindre occasion de venir se frotter contre moi lors de ces moments de représentation. Nous étions un couple modèle, parfait, enviable. Et puis, tout s'est effondré avant-hier. Il faut dire que j'étais rentré plus tôt que prévu, fuyant la fournaise accablante de Béziers où j'avais ouvert avec succès un bureau d'études, travaillant au quotidien avec les avionneurs de Toulouse. Je dégoulinais dans ma chemise pourtant en lin. Je croisais en arrivant mes charmants beaux-parents qui partaient pour une vingtaine de jours au Maroc, à mes frais. Je leur rendis leur gentil sourire, mais ne m'arrêtais pas. Il fallait que je me jette au plus vite dans cette piscine de luxe qui avait enfin une utilité. En serrant le frein à main, je réfléchis. La cuisinière avait repris son véhicule pour rentrer chez elle. Je ne serais pas dérangé. J'allais pouvoir faire vivre mes pulsions insoupçonnées naturistes. Je me déshabillais en rien de temps, éparpillant la totalité de mes vêtements avant d'avoir dépassé le porche du manoir. Je suis alors arrivé sur la terrasse et j'ai vu Gisèle, couchée sur le ventre, calée sur une serviette au bord de l'eau, nue comme un verre, offrant la vue de son derrière au soleil. Magnifique, désirable, offerte. Elle soignait son bronzage en écoutant de la musique, un casque sur les oreilles. Elle ne m'écouta pas arriver. Ce fut plus fort que moi, plus fort que tout. Il fallait que je le fasse. Je mis ma main droite sur ses fesses, provoquant un cri d'effroi. « Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend, espèce de malade ?» Et là, mes amis, là, ce fut un choc. Je compris enfin que cette femme ne m'aimait pas, que ma seule vue l'écœurait. « Pardon, je ne voulais pas te faire peur, tu es si belle comme ça. » Et je tentai alors de me rapprocher d'elle. Elle me repoussa fermement. « Non, laisse-moi. Pas maintenant. Et puis habille-toi, tu es ridicule. » Si elle ne m'avait pas pris cette bouche pincée pour me répondre, si elle ne m'avait pas hurlé dessus, si elle n'avait pas fermé les yeux pour mieux me congédier, si elle ne m'avait pas ainsi remis à ma place aussi énergiquement, les choses auraient peut-être pu s'arranger. Il est presque minuit. Il faut maintenant que le ciment armé prenne, ce qui ne sera pas le plus simple avec cette chaleur. J'ai opté pour une formule à prise rapide, et il faut que je profite du fait que cette nuit s'annonce presque fraîche pour la première fois depuis 2 semaines. Je la regarde. J'ai toujours aimé Galileo Galilei. Son courage intellectuel, sa force de pensée, les épreuves qu'il a passées face à l'Église et à l'obscurantisme de son époque. Il mérite cette statue. Ce sera sans nul doute la plus belle des édifices de mon jardin. Je l'ai composée comme je l'avais fait jadis pour Copernic, moi-même. Je l'ai représenté presque couché, en tout cas affalé dans une sorte de siège. Il fixe le ciel, la tête dans les étoiles, et il sourit. Il a du mérite. Il ne fut pas bien heureux en ménage, ce Galilée. En 1599, il rencontra pour son malheur Marina Gamba, une jeune émicienne issue de famille modeste, avec laquelle il entretint une liaison douloureuse jusqu'en 1610. De cette liaison naquit Virginia, sa première fille, suivie de sa sœur Livia, puis un fils, Vincenzo, en 1606. Ce fut là une consolation pour ce génie. Après la séparation du couple, c'est Galilée qui se chargea des 3 enfants. Voilà un homme comme je les aime. Il n'avait pas peur de la mort, et j'aime assez cette citation que j'ai tracée sur le socle. J'ai aimé les étoiles trop tendrement pour être craintif de la nuit. Maintenant, forcément, je pense à Gisèle. Oui, Gisèle, qui m'avait proprement ébloui par sa culture générale lors de nos premières rencontres. Elle citait du Andrégide à chacune de ses phrases durant ces 2 premiers mois de bonheur. Curieusement, aujourd'hui, la situation de Gisèle me rappelle les tout derniers mots de l'auteur, en février 1951, si je me souviens bien. Ma propre position
dans le ciel, par rapport au soleil, ne doit pas me faire trouver l'aurore moins belle. Jean-Philippe Luminet. Texte écrit dans le cadre du concours de nouvelles organisé par la médiathèque de Faverges dans le cadre de la Fête de la Science 2019 à la Forge, à Faverges,